Bonjour, bienvenue à ce webinaire Les Territoires Innovent. C'est le deuxième rendez-vous d'un cycle qui s'appelle Aménager bas carbone, qu'on s'est rencontré la semaine dernière autour de l'initiative de Saint-Brieuc Armor Agglomération dans un projet de réemploi d'économie circulaire. On a pu voir qu'avec beaucoup de volonté politique, beaucoup de volonté technique et d'imagination et d'inventivité, en s'accompagnant d'un écosystème d'acteurs, on pouvait faire des projets tout à fait originaux et innovants. Et je crois que pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, autour des sujets biosourcés et géosourcés avec le témoignage de Brocéliande Communauté, on va avoir quelques points communs sur ce sujet de comment aménager bas carbone. Les territoires innovent, c'est comme d'habitude des webinaires qui s'adressent aux élus et aux techniciens des collectivités, des communes et des EPCI. On a la chance d'avoir un public un peu plus large et nous en sommes ravis, mais le propos est vraiment construit pour ce public cible. Vous retrouvez tous nos webinaires, les fiches de capitalisation et les supports, d'une part sur la page de l'Adréal et d'autre part sur notre chaîne YouTube. Je vais tout de suite vous partager d'ailleurs le replay et le support de la première partie de ce webinaire. Et les quatre organisateurs des territoires innovent, à savoir l'État en région, la région Bretagne, l'établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires, sont ravis de vous proposer ce nouveau rendez-vous. Merci beaucoup Marianne pour cette introduction et je vous propose sans plus attendre d'enchaîner avec notre quiz. Alors, pour les habitués, vous allez voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre qui vous permettra de voter et de sélectionner directement la bonne réponse. Donc c'est parti, on va afficher la première question à l'écran. D'après vous, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Alors, est-ce que c'est un matériau issu du recyclage? Est-ce que c'est un matériau issu de la biomasse végétale ou animale? Est-ce que c'est un matériau synthétique, biodégradable, ou bien est-ce que c'est un matériau extrait de mines écologiques? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour voter. Donc, cette première question, elle est relativement simple. C'est surtout pour évaluer votre prise en main de l'outil. J'ai l'impression que vous avez répondu unanimement la bonne réponse. Vous êtes très très fort ce matin et très en forme puisqu'en effet un matériau issu, c'est bien un matériau issu de la biomasse végétale ou animale, donc issu du vivant. On vous affiche à l'écran une petite liste non exhaustive de matériaux biosourcés qui sont le plus souvent utilisés dans la construction. Donc on va retrouver le bois, le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, le lin, le liège, la laine de mouton, les textiles recyclés, les balles de céréales, le miscanthus, le chaume ou encore les plumes de canard. On aura l'occasion ce matin, à travers le témoignage de Brocéliande Communauté, d'en découvrir certains euh, de manière plus détaillée. On vous propose de passer à la deuxième question, un petit peu plus complexe, puisqu'il s'agit de retrouver l'intrus. Alors, parmi les réponses suivantes, identifiez l'intrus. Est-ce que les matériaux biosourcés permettent de stocker du carbone, ont des propriétés de régulation hygrothermique, améliorent la qualité de l'air intérieur ou n'ont besoin d'aucun traitement chimique? Donc, parmi ces quatre affirmations, il y en a une qui est fausse. Laquelle, d'après vous? Là, les réponses sont beaucoup plus mitigées sur cette question. Et on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Donc ça oscille entre les deux dernières réponses et une légère majorité pour la dernière. Donc vous êtes quand même très fort puisque là aussi c'était la bonne réponse. Donc en effet, l'affirmation les matériaux biosourcés n'ont besoin d'aucun traitement chimique est fausse. Puisque comme on vient de le dire, un matériau biosourcé est une matière vivante d'origine végétale ou animale et en conséquence, il est susceptible d'être atteint par des moisissures ou des champignons. Et donc pour éviter ça, les matériaux biosourcés subissent le plus souvent des traitements chimiques. Voilà. En revanche, ils ont bien une capacité à stocker du carbone tout au long de la durée de vie du bâtiment. Ils produisent, on est souvent sur des productions locales, parce qu'on vous voit se développer de plus en plus de filières de matériaux sourcés en circuit court. On aura l'occasion d'en parler aussi. Ces matériaux ont d'excellentes propriétés de régulation hygrothermique, donc elles améliorent le confort intérieur du bâtiment et enfin elles améliorent aussi la qualité de l'air dans la mesure où elles émettent très peu de polluants atmosphériques, on peut appeler COV le plus souvent.
Voilà. Et enfin, une troisième et dernière question. Question ordre de grandeur. D'après vous, quel pourcentage minimum de matériaux biosourcés ou bas carbone sera obligatoire dans les rénovations lourdes et les constructions publiques en France à partir du 1er janvier 2030? Est-ce que c'est la réponse A, 10%, la réponse B, 25%, réponse C, 50% ou bien 75%? Là aussi, c'est mitigé et une grande majorité de répondants a sélectionné la deuxième réponse, 25%. Bravo, décidément, vous êtes très expert du sujet ce matin. C'est une obligation qui est inscrite dans le Code de l'environnement, qui a été modifié en 2021 et qui porte donc sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Alors, même si l'obligation ne sera effective qu'à partir de 2030, vous, acheteurs publics, pouvez dès à présent intégrer des critères relatifs aux matériaux biosourcés ou bas carbone dans les marchés publics. C'est possible et ce sont des choses qui se font déjà et c'est une transition toute faite avec la suite et le témoignage donc de ce matin. Monsieur Béret, Monsieur Tani, on va pouvoir vous laisser la parole. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Parfait, on est prêt. Bonjour à Ça tous. marche. Eh bien, Bonjour. c'est parti. Alors bonjour à chacun et à chacune. Donc Gérard Béret, vice-président de Brocéliande Communauté. Je dois d'abord vous présenter cet EPCI. Donc première chose, notre EPCI est la plus petite EPCI d'Ille-et-Vilaine avec 19 000 habitants et regroupant Je vais aller simplement chercher de 8 l'eau. communes. On se trouve placé le long de la RN24, la route Rennes-Lorient, et nous sommes en une PCI en long, c'est-à-dire on a un côté est et un côté ouest. Le côté ouest borde le Morbihan et le côté est est aux marches de Rennes Métropole. Voilà pour cette présentation de l'EPCI. Donc, nous sommes un petit conseil communautaire, nous sommes 30 élus, nous sommes un bureau avec un président et 8 vice-présidents. Et je vais maintenant vous présenter plus précisément notre territoire. Alors, donc, je vous ai parlé d'un territoire est-ouest. Donc, à l'ouest, on a la présence du massif forestier de Paimpont. Et sur ce massif, nous avons la chance d'avoir un pôle touristique très important grâce à cette forêt et ce massif. Et nous accueillons énormément de touristes toute l'année sur le site de Paimpont. Le barrage d'eau potable de la Chaise à Saint-Turial est à noter aussi. Donc ici, c'est un barrage qui date des années 1976. Donc il nous permet d'alimenter toute la ville de Rennes en particulier. Donc, ce barrage est très important sur le territoire et on est obligé de faire très attention à la qualité, bien sûr, de l'eau que nous avons dans ce barrage. Au niveau économique, sur notre EPCI, on rassemble 1200 entreprises à peu près, avec une création annuelle de près de 150 entreprises par an. On est plutôt dans une sphère présentielle avec 60%, une sphère productive à 40%. Voilà pour cette dynamique éco. Et puis, on a simplement une trentaine de pourcents d'employeurs, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont des employeurs seuls. On a 26% d'entreprises entre 1 et 9 salariés et simplement 6% de plus de 10 salariés, ce qui nous permet quand même d'avoir un taux d'emploi, d'un nombre d'emplois de 4 300 emplois pour 8 500 actifs, sachant qu'on a quand même beaucoup d'actifs qui partent sur la Rennes Métropole et la région de Rennes pour travailler. Et nous
nous allons vous parler du repère qui est notre pôle entrepreneurial, mais avant d'en parler, ce repère n'est pas le premier investissement réalisé par notre communauté de communes, étant donné qu'on avait déjà créé des bureaux relais, avec des bureaux relais qui sont mis en location sur Plélan, et des ateliers relais qui existaient aussi sur Plélan-le-Grand et qui ont été cédés en 2021. Voilà pour la présentation de notre PCI. Alors, sur ce premier slide, vous voyez une très belle photo du repère du pôle entrepreneurial Brocéliande, situé sur la commune de Bréal-sous-Montfort et qui est dans le quartier du Châtelet. Alors, ce repère est construit à la fois sur un domaine qui appartient à la commune de Bréal, mais c'est bien un équipement communautaire qui a été créé. Et à côté se trouve la Cachette, qui est notre crèche intercommunale aussi. Et juste derrière le repère, on a une résidence senior. Donc tout un nouveau quartier de Bréal-sous-Montfort qui est en plein développement. Et maintenant, je vais vous parler plus maintenant de la genèse du projet, parce que c'est un projet qui se réalise sur 2 mandats. Alors moi, je n'étais pas vice-président à l'économie sur l'ancien mandat, mais nous avons eu la chance sur l'ancien mandat d'avoir un président et des vice-présidents qui se sont mobilisés pour faire un diagnostic et voir un petit peu comment on pouvait développer l'économie sur le territoire. Donc, un bureau communautaire sur le premier mandat, là, donc 2016-2017, où on a d'abord commencé par un diagnostic économique du territoire, donc en prenant bien sûr les données de ce territoire et sur les enseignements qu'on avait sur les 10 ans de développement économique. Ensuite, s'est tenue une concertation avec plus de 100 entretiens individuels auprès des entreprises du territoire et bien sûr la rencontre de tous les partenaires de l'accompagnement que vous connaissez. Donc voilà, ça fut la première première phase, une phase de diagnostic et de concertation. Ensuite, on est arrivé sur la phase 2 en mai 17 et décembre 17. Donc là, pour l'écriture politique du pré-programme, donc sous la forme de groupes de travail qui se sont réunis au moins une dizaine de fois, avec le COPIL, présidé par le président, bien sûr, et ses vice-présidents, et la commission économique, emploi et agriculture de l'EPCI, avec une concertation des acteurs économiques, bien sûr, et pour arriver à l'écriture du pré-programme et pour créer ce pôle entrepreneurial de Brocéliande. Voilà pour la phase 2. Pour la phase 3 a eu lieu entre janvier 2018 et mars 2019, sur plus d'1 an. Ce fut l'écriture du programme avec l'agence Déclic pour la traduction du pré-programme, bien sûr, en programme, avec confirmation des études internes par 2 ateliers d'entreprise et les partenaires, et l'utilisation aussi d'un questionnaire. Et ensuite, l'accompagnement sur la consultation MOE, maître d'œuvre. Donc voilà sur ce dernier mandat, et on est arrivé au mandat actuel avec une phase qui s'est passée, alors très gênée déjà par le Covid, donc on a été très embêté sur l'année 2020, ce qui nous a donné un retard important sur le projet, étant donné qu'il a fallu faire la sélection de l'architecte et puis que l'architecte puisse nous présenter son projet en décembre 2020. Ensuite, on a lancé la phase 5, la phase opérationnelle et la phase travaux. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, étant donné que pendant cette phase travaux, on a connu des soucis, en particulier pour nous, un gros souci sur le couvreur
qui malheureusement a fait faillite et s'est retrouvé en liquidation officielle en mai 2023, ce qui nous a entraîné de gros soucis sur le démarrage des travaux, avec bien sûr, on a été obligé de passer presque 2 hivers sans travaux, avec des dégâts sur le bâtiment qu'il a fallu reprendre, etc. Donc, on peut dire que ce projet a été très, très impacté par la liquidation de notre couvreur et ce qui nous a mis 2 années de retard dans le programme. On a repris en mars 2024, après avoir réparé l'ensemble des petits soucis que nous avions sur notre bâtiment, et depuis, tout va bien. Et je peux vous annoncer l'ouverture du repère en septembre 2025, l'inauguration étant prévue le vendredi 29 août. Alors, voilà pour un petit peu, vous voyez, c'est quand même le planning qui a été d'abord un mandat de réflexion, de diagnostic, d'écriture du pré-programme, du programme, et ensuite un mandat de réalisation des travaux. Donc ici, sur votre slide, vous voyez le début des travaux, enfin, je dirais le début de la reprise des travaux. Voilà, parce qu'on voit déjà bien l'intérieur. Donc, le repère Brocéliande, c'est un immobilier d'entreprise. Donc, une surface importante, 1300 mètres carrés, divisée en 2 parties. La moitié, 650 mètres carrés en passif tertiaire, avec un espace de coworking pour 20 personnes, une salle de réunion, 4 bureaux partenaires et 14 bureaux dédiés aux entreprises. Donc là, c'est vraiment la partie passive. Arnaud va vous en parler tout à l'heure et vous expliquer comment cette partie a été construite. À côté de cette partie, on a 650 mètres carrés d'ateliers. Donc, on a ici une proposition de 5 ateliers possibles entre 50 et 110 mètres carrés et d'un atelier coworking de 50 mètres carrés. Alors, les objectifs donc, de ce projet, de ce pôle entrepreneurial, bien sûr, c'est d'accompagner en local le tissu économique et densifier et inciter à la transition des acteurs. Ancrer sur le territoire l'activité et l'emploi, ça c'est une force politique qu'on essaye de mettre en place ici. On vit sur place et on travaille sur place parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'actifs qui partent sur la région de Rennes et notre objectif, c'est de leur donner du travail sur place, c'est de leur donner de l'habitat sur place pour rester sur notre territoire. Bien sûr, ça veut dire favoriser la création d'entreprises. Je prends l'exemple de la commune de Bréal-sous-Montfort, c'est quand même 70 hectares de zone d'activité. C'est beaucoup d'entreprises créées et on est encore en dynamique de création d'entreprises en local. Rompre aussi l'image récréative du territoire. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par ça? C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de Paimpont, du tourisme de Paimpont. Donc, on pourrait imaginer que Brocéliande Communauté, c'est surtout du tourisme et peut-être de l'agriculture. Eh bien non, il y a toute cette image économique qu'on veut mettre en valeur avec ce pôle entrepreneurial et avec ce développement économique que nous avons sur l'ouest du département d'Ille-et-Vilaine. Ce projet repose sur 3 piliers. On va rentrer vraiment dans le projet et on a 3 piliers de repérer. Bien sûr, le pilier économique, créer un lieu central pour l'économie en Brocéliande, c'est ce que je viens de vous dire. Mais on a rajouté 2 autres piliers. Le pilier artistique, avec la création d'un lieu permettant le décloisonnement entre l'art et l'économie en 4 volets. On va vous préciser ça tout à l'heure. Et puis, un pilier responsable avec une création d'un lieu où les matériaux ont vraiment été choisis pour permettre d'avoir un lieu exemplaire dans la construction. Donc, on va vous en parler plus précisément et je vais laisser donc la parole à Arnaud.
Oui, donc du coup, là, c'est la partie, la partie définition de notre programme. Juste pour vous redire, ces trois piliers, ils sont issus de notre concertation assez large avec les entreprises. Et finalement, on a, avec les élus, répondu un peu aux attentes des entreprises sur le territoire qui souhaitaient un lieu qui soit innovant et qui soit responsable. Ça nous a été dit dans la concertation. Les entreprises nous avaient passé un message aussi de dire que quitte à faire un lieu responsable, autant le faire bien. Voilà, d'avoir vraiment de l'ambition. Je pense que ça a été respecté de notre côté. Et puis le pilier artistique, c'est un pilier qui a été issu, là pour le coup, d'une volonté politique forte. C'était de marquer un décalage avec les pépinières d'entreprises concurrentes. C'est de dire, en fait, nous, on va aller au-delà de juste accompagner les entreprises et on va créer un décloisonnement, on va créer un pas de côté grâce à ce pilier artistique. Donc là, on va pouvoir entrer un peu dans le détail de ces trois piliers si vous le voulez bien. On va être assez rapide sur le pilier économique et le pilier artistique, puisque ce n'est pas vraiment l'objet de la réunion, mais c'est quand même pour que vous en ayez une bonne compréhension. Et puis ensuite, on s'attardera un peu plus sur le pilier responsable, si vous le voulez bien. Donc en fait, l'idée de créer ce lieu central pour l'économie en Brocéliande, c'est parti du constat que les entreprises nous disaient qu'à chaque fois qu'elles devaient se faire accompagner, elles étaient contraintes à la mobilité. Et aller à Rennes Métropole, on avait assez peu d'accompagnement en local et on avait la présence de quelques partenaires, mais pas de tous les partenaires en local. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette présence de partenaires, autant pour l'accompagnement que pour le financement des entreprises, que pour le conseil et que pour le suivi, et que les entreprises puissent tisser leur accompagnement en local sans être obligées de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment une affirmation assez forte. C'est également de sensibiliser les usagers donc, du repère, c'est-à-dire les entreprises, mais un peu plus largement que ça, et de former sur les thématiques d'intérêt du repère. Donc là, on est sur l'aspect environnemental, mais aussi peut-être sur le décloisonnement, sur le rapprochement entre les écoles et les entreprises, voilà, sur des thématiques fortes du repère. Et c'est aussi la justification de notre présence ici. Hein. C'est une volonté des politiques d'utiliser le repère comme un programme d'essemage, voilà, sur toutes les caractéristiques qui font de ce projet un projet un peu exceptionnel. Et puis une vision assez décloisonnée de nos politiques publiques avec deux actions phares. Galerie B, en fait, qui est l'action artistique du repère, et Campus B, qui rapproche les établissements d'enseignement et les entreprises au sein du repère. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller sur la page LinkedIn. On en a pas mal parlé sur cette page-là. Et pour compléter ça, l'objet du repère, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, on va se doter d'un partenariat avec un prestataire de l'accompagnement des entreprises pour l'accompagnement à la création via un incubateur. Donc là, ce sera des promotions annuelles. Donc tous les ans, on aura une promotion d'incubés qui rentreront pour se faire accompagner pour un an. Au développement des entreprises via une pépinière. Donc c'est pareil, c'est assez classique. Hein. C'est promotion annuelle et c'est pour 3 ans maximum. Et puis aussi à la pérennisation des entreprises en local. Et là, on est sur une offre hôtel. Grosso modo, c'est de la location sans accompagnement compris dans la location, mais avec la possibilité de se faire accompagner quand même au sein du repère. Et une animation économique tout au long de l'année. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment de centraliser au repère toutes nos activités économiques, de vraiment créer un lieu de relation et d'accompagnement, de mettre le lieu à disposition des partenaires, grosso modo, pour les inciter à ancrer sur notre territoire le plus d'animation possible et le plus d'activités possible, pour que les entreprises, elles aient de plus en plus de programmes disponibles, d'animation disponibles. Et enfin, de permettre deux choses. La première, c'est que les entreprises puissent se saisir via la gouvernance de ce projet et d'en faire un peu aussi ce qu'elles veulent, dans un cadre défini par les élus, évidemment, mais voilà, qu'elles puissent aussi être partie prenante de cette gouvernance, et sous l'égide, ou en tout cas sous l'accompagnement des 2 développeurs éco de Brocéliande Communauté, dont je fais partie, hein, donc, ma collègue Virginie Collomb et moi-même, on sera à demeure du repère pour l'animation quotidienne du lieu et pour un peu faire créer de l'émulsion autour de ce projet.
Pour ce qui est du pilier artistique, donc comme disait M. Béret, on a 4 volets principaux sur cette ambition-là. Donc ça, c'est un programme qui a été… Donc le repère, il a cette particularité, techniquement et politiquement, d'avoir une gouvernance ouverte. C'est-à-dire qu'on est, M. Béret et moi-même, pilote au titre général du projet, mais on copilote la partie artistique avec la vice-présidente à l'art et avec ma collègue au monde artistique, Elodie. Et on copilote également la partie Campus B avec nos homologues de l'info jeunesse. Et en fait, à chaque fois qu'on a des thématiques en transversalité, on va les copiloter toujours. On crée toujours ces binômes, en fait. Donc là, le volet artistique, on est les représentants aujourd'hui, mais on les a travaillés avec 2 personnes qui sont extrêmement importantes pour ce volet-là, donc Elodie et Madame Hiro. Donc, on a 4 grands volets. Le premier, c'est le volet d'une œuvre massive, une œuvre totem. Donc là, on a fait appel à WAR pour une fresque, une œuvre picturale sur le repère qui sera faite prochainement. On a une galerie d'exposition. Donc celle-ci, en fait, elle va être dotée de plusieurs lignes. Une première, c'est une exposition annuelle. Donc là, la première, c'est celle de Chroniques de territoire qui était en résidence mission jusqu'à 2025 et qui va donner le lieu à l'édition d'une BD, donc suivi de chantier. Et en fait, on va pouvoir exposer des planches au repère. On a tous les 2 ans une résidence mission qui dure donc de 2 ans. Et au terme de quoi on fait une exposition au repère de cette résidence. Donc là, on a une résidence qui vient d'être lancée la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Et c'est une photographe, Candice Azuar, qui a été sélectionnée et qui nous propose donc un projet qui s'appelle Acte Mobile, donc sur les mobilités. En fait, c'est un jeu de miroir entre les mobilités d'antan et les mobilités d'aujourd'hui. Et on trouvait qu'au repère, ça avait du sens, puisqu'on a un espace de coworking au sein du repère, et puisqu'on a des travailleurs du territoire, et on va essayer de voir un peu comment tout ça fonctionne et comment les mobilités ont changé au gré des changements économiques. Et on a la possibilité aussi de recevoir une fois par an des expositions, par exemple, du FRAC, par exemple. Donc, je vous ai mis après des petits exemples. Donc, on a la photo de notre ami War. On a la toute première œuvre du volet artistique qui était une œuvre d'Anna Konzati qui était venue nous faire une illustration pour le repère. Et sur la droite, en avant-première, vous avez une des premières planches de la BD. Donc là, on a un des travailleurs, Mohamed, qui a travaillé sur la maçonnerie en fait, du projet Le Repère. Le volet 3 et le volet 4 sont des volets qui seront à mettre en œuvre in situ. Donc, on a un premier volet avec une ambition de travailler au mécénat des entreprises fléché pour l'activité culturelle. Et le second, c'est de travailler en fait un décloisonnement total et de pouvoir accompagner au titre de l'accompagnement entrepreneurial des artistes. Voilà, pour leur projet artistique en fait. Donc ça, c'est in fine. Le volet 4 sera à mettre en œuvre au prochain mandat. Donc on est vraiment sur une durée plus moyenne, voire même longue. Et le volet 3 sera mis en œuvre dès septembre. Donc voilà pour vous donner le 3 qui reste plus particulièrement aujourd'hui, qui est le pilier responsable. Donc, comme je vous disais, ils nous ont fait une demande d'être exemplaires, qui nous ont dit n'ayez pas peur d'être ambitieux. Et des élus lors du COPIL, lors des différents COPIL de la phase 3, qui ont joué le jeu, qui ont souhaité se doter d'une politique très ambitieuse et qui, grâce à l'accompagnement de l'agence Déclic, ont mis des curseurs et ont essayé de mettre les curseurs les plus hauts possibles au regard de nos moyens, évidemment. Hein. On est le plus petit EPC d'Ille-et-Vilaine. Mais en tout cas, c'était l'idée de vraiment d'aller au plus loin, au plus haut de ce qu'on pouvait faire. Et donc, on va pouvoir vous dire comment ce pilier s'organise. Il a une première partie bâtimentaire, on va dire. Donc, c'est celle que je vais développer ensuite. Et puis, on a une seconde partie qui sera la partie mise en œuvre in situ. Donc là, qui n'est pas encore mis en œuvre, hein, puisque le repère n'est pas encore ouvert. C'est une partie de sensibilisation. Les élus voulaient vraiment inscrire leur objectif politique dans le temps, ne voulaient pas d'un investissement phare et très ambitieux à un instant T et qui ensuite, qui est plus de suite à ça. Et donc, en gros, pour donner une suite à ce bâtiment exemplaire, on a un programme de sensibilisation. Donc, autant des usagers premiers du repère des entreprises,
mais un peu plus largement que ça, peut-être des salariés, peut-être des partenaires, voilà, d'avoir vraiment un programme ambitieux. On est déjà rendu à notre 12e ou 13e temps d'essaimage, donc que ce soit participation à des tables rondes, à des webinaires. Donc voilà, on participe volontiers à ce genre d'événements pour voilà, essayer de capitaliser sur notre expérience. Petite expérience, mais expérience quand même. Donc, on a travaillé le bâtiment et l'aspect environnemental du bâtiment sous 4 grands axes. Donc, le premier, c'était sur la sobriété énergétique. Ça va. Donc, un bâtiment sain et agréable, comme je vous le disais. L'idée, c'est d'optimiser le confort d'usage. Et puis, le respect du vivant. Donc, c'est le dernier point de last but not the least. C'est quand même celui-ci sur lequel on a mis une très grosse force, une très grande volonté politique aussi, parce que vous allez voir, ça n'a pas été une mince affaire. Mais voilà, les 4 grands piliers. Ce qui s'est traduit aussi, parce que ce que voulaient les élus, c'est qu'on prenne ces engagements, mais qu'on ait aussi des reconnaissances qui nous permettent de le prouver. Et donc, c'est la slide juste après, Margot. En fait, chacun de ces 4 thématiques ont été vérifiés par soit un label, donc là pour le coup, la sobriété énergétique sanctionnée par le label Passive House Plus, et par la reconnaissance de l'appel à projet bâtiment performant de l'ADEME. La construction à faible impact, on est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, construire avec les écomatériaux de la région Bretagne, de la FB2, de l'État et de l'ADEME. Bâtiment sain et agréable, le Passive House et cet ami le sanctionne aussi. Et puis, le respect du vivant, on est allé chercher une certification EFI Nature. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer aussi de montrer à nos usagers, de prouver qu'on a bien fait le travail et qu'on a atteint un certain niveau. Par exemple, pour vous donner cet exemple-là, la certification EFI Nature, on est allé chercher la certification la plus haute, on appelle ça le hotspot. Pour l'AMI, construire en bas, avec les écomatériaux, avec les matériaux biosourcés, la terre crue, on est aussi sur le niveau le plus important. Le Passive House Plus, c'est le niveau le plus important de ce label-là aussi. Alors, on a essayé d'aller chercher des choses, des preuves importantes de notre engagement. Je vais venir un peu plus en détail de chaque point. Donc, la sobriété énergétique, c'est celui où on va passer moins de temps parce que finalement, il est assez transparent. On a une partie passive, la partie tertiaire qui est passive. On produit notre énergie grâce aux panneaux photovoltaïques et on a un travail en cours avec le SDE pour l'émergence d'une boucle d'autoconsommation collective basée sur notre production. Donc, voilà un peu ce qu'on fait sur ce thématique-là. Au sein du repère, on aura un peu de sensibilisation. On a des petits panneaux qui affichent la production d'énergie, etc. Voilà, on était aussi sur un travail de création d'autres boucles d'autoconsommation collective sur le territoire, donc ça s'inscrit un peu là-dedans. Concernant la construction à faible impact, donc comme je vous le disais, 15 Architecture, qui est notre maître d'œuvre, est un cabinet spécialisé dans les bâtiments performants, dans les bâtiments passifs. Et donc, on a ce bâtiment qui est pensé en cycle de vie. Et un architecte spécialiste de ces bâtiments, qui nous assure un bâtiment quand même assez bien conçu, et des écomatériaux qui ont été mis à l'honneur. Comme je vous le disais, alors j'ai pas réussi à avoir notre référent à la fédération avant le webinaire, mais je vous le remettrai dans l'affiche. On a un cubage d'écomatériaux au mètre carré qui est très très important sur le repère. Déjà parce que en fait, le repère, c'est un bâtiment qui est quasi construit en bois. Charpente, plancher, mur, tout est en bois. Donc, toute la structure du bâtiment est en bois. D'ailleurs, c'est pour ça que le bâtiment en tant que tel a été monté, je veux dire, les murs, l'enveloppe extérieure a été montée en quelques semaines. Et en local. Et en local, puisqu'en fait, l'entreprise qui construit le bâtiment, le détenteur du marché public pour les structures, c'est une entreprise qui est en face du repère quasiment. Donc, voilà, 1 km. Et c'est ça, 1 km. Pour les isolants, on est allé chercher de la boîte de cellulose pour les murs, du métis, de la fibre de bois. Alors, j'ai mis la terre dans l'isolant. Je ne savais pas trop où mettre la terre. Donc, voilà. Ce n'est pas un mur porteur, donc je ne savais pas trop si je pouvais le mettre en structure. Donc, voilà, je l'ai mis en isolant. C'est aussi un bon isolant. Donc, notre mur, on a un mur assez grand en terre, mais qui n'est pas un mur porteur. Et on a du bardage bois également. Donc, on a cherché tous ces écomatériaux. J'ai mis hors écomatériaux des alternatives aussi aux pétrosourcés. C'est-à-dire, on a fait aussi la technique avec notre architecte, la technique du moins pire.
C'est-à-dire quand on a des choses qui sont vraiment dégradées en mode pétro-sourcé, on a essayé de trouver des alternatives. Donc, par exemple, pour isoler la dalle, on est allé chercher du mise-à-port, qui est du verre expansé, qui n'est pas un écomatériau, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui est moins pire que ce qu'on aurait pu faire par ailleurs. Si vous me permettez l'expression en l'état. On vous a mis quelques petites photos des écomatériaux. Donc, c'est des photos qui ont toutes été prises sur site. Hein. Donc, c'est que des matériaux qui ont été pris au repère. Donc, le mur en terre, métis, on a de l'OSB bois. Et donc là, vous voyez le plancher et les murs en bois là, sur la photo en bas à gauche. Le bardage bois en châtaignier local, donc, qui est en fait du châtaignier brut fait à la mode Ganivelle. Et vous avez le mur en terre que vous voyez sur la dernière photo. Donc, quand même un mur massif, hein, mais qui n'est pas porteur. Je vais faire de la pub pour nos petits copains de la commune de Mordel qui ont fait une école, là, qui sont en train de faire une école avec un système mur en terre porteur, hein, qui est un système extrêmement ambitieux. Oui. Voilà. Terre, pareil aussi. Ouais. Ouais. Un bâtiment sain et agréable. Pardon, je vais boire un coup. Où là, on a travaillé, si tu veux bien, Margot, c'est la diapo juste après. On a travaillé sur plusieurs conforts, on va dire. Le confort thermique, donc avec un bâtiment passif et avec vraiment une vigilance au confort thermique d'hiver, mais également d'été. Et on a demandé à l'architecte un système d'autonomie. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pour pouvoir gérer la température dans les bureaux, plus 0,5, moins 0,5, plus 1 degré, moins 1 degré. Donc, c'est vraiment pour de l'ajustement parce qu'on sait que les usagers ont des perceptions de la température qui sont différents. Donc, c'est pour leur permettre d'avoir quand même cette petite autonomie et pour pouvoir d'être un petit peu autonome, mais pas non plus un système de chauffage autonome. On a travaillé le confort acoustique assez fortement. La qualité de l'air avec un objectif à 0 COV. Donc, on le verra après, on a pour les mobiliers, entre autres, fait un marché de mobilier à 100% réemploi, justement pour aller vers cette qualité de l'air optimale. Et puis, un confort lumineux. Donc, l'architecte, sa patte, c'est quand même de travailler avec la lumière naturelle. Et on a aussi une architecte d'intérieur qui a travaillé à la lumière individuelle avec des apports de lumière par espace de travail, voilà, individualisé. Et puis, le troisième point, comme je vous le disais, qui était quand même le point le plus central de en tout cas celui qui était le moins naturel à travailler, on va dire ça comme ça, qui était le travail sur le respect du vivant. Donc, on l'a travaillé en 3 temporalités, avec un grand diagnostic pour intégrer cette dimension dès le programme en fait, de notre repère. Ensuite, lors de la mise en œuvre de la conception, un travail d'un écologue qui est venu nous conseiller tout au long du chantier pour qu'il soit le plus responsable possible et pour qu'on préserve tout ce qui devait être préservé, et qu'on densifie tout ce qui devait être densifié. Et puis, in situ, ensuite, on aura de la sensibilisation. Dans les faits, pour vous donner un petit peu des faits saillants par grande catégorie, on a travaillé à 4 grandes familles d'actions. Tout ce qui a trait au sol, donc on a construit le bâtiment sur les zones les plus pauvres. Donc le bâtiment, il n'est pas en extension urbaine, hein, puisque c'était déjà une parcelle qui a été utilisée. Mais on avait sur cette parcelle-là, on avait des zones plus ou moins intéressantes. On avait des haies existantes, par exemple, qu'on a conservées. Mais on avait aussi, par exemple, une zone de remblai qui était où le sol était mort, hein, grosso modo. Donc c'est là qu'on a construit. On a favorisé la construction sur ces zones imperméabilisées. Et on a favorisé aussi la conservation de terres pleines. De pleine terre, plus de 50%. Pour ce qui est de la flore, donc on a préservé et sanctuarisé un roncier et des haies existantes. On a conservé une prairie fleurie, on lui a fait jouer le rôle de bassin tampon, des eaux pluviales. Et on a créé une prairie fleurie de 1000 mètres carrés et planté des arbres et des arbustes, beaucoup d'arbres et d'arbustes. Donc là, la parcelle va être vraiment extrêmement dense en termes de végétaux. Pour ce qui est de la faune, on a préservé et développé l'habitat existant. On a créé des espaces nourriciers. Donc, en fait, dans les arbustes qu'on a plantés, on a planté des arbustes qui sont intéressants en termes d'alimentation, on va dire. Donc, avec un verger, avec des arbustes fruitiers. On a supprimé tous les pièges possibles sur le chantier. Les faits miroirs, les cavités pièges, entre autres. Le bassin, évidemment, sans bâche, pour pas que les animaux soient piégés dans le bassin. Et au niveau de la pollution, on a été extrêmement rigoureux sur la réduction des nuisances sonores, lumineuses.
en interne et en externe du bâtiment. Donc ça vaut autant pour le chantier que pour ensuite in situ. Et on a limité la pollution sur site. On avait en tout temps des kits de dépollution. On a eu le regard de l'écologue sur tout le chantier, ce qui n'a pas été facile. Il a fallu convaincre les entreprises, il a fallu sensibiliser et les former. Et puis nous-mêmes, en interne, les élus et les techniciens, à se former aussi aux gestes et à repérer aussi les cas qui pouvaient être problématiques. Si vous voulez, sur la fiche qui suit, on a un peu tout ce travail en cartographie. Grosso modo, à gauche, la cartographie de l'écologue en matière de parcelles, ce qui était intéressant de conserver, ce qui devait l'être et ce qui n'était pas intéressant. Donc, grosso modo, le jaune pâle et le gris pouvaient être artificialisés, le reste devait être conservé. Donc, vous voyez, il y avait quand même une contrainte assez forte sur l'implantation de nos bâtiments. Et du coup, ça donne lieu à la vision que vous avez en parcelle, là, juste à côté, avec le repère et la crèche juste au-dessus, les haies qui sont conservées et la densification de la faune, enfin de la flore, pardon, et de la faune, j'espère, ensuite. Voilà. Et ensuite, vous avez les photos de la faune issue du diagnostic. On avait de la lucane, on avait des papillons, des abeilles, on avait le blaireau en bas à gauche. On a une famille de blaireaux sur le site qu'on a réussi à conserver, qu'on a sanctuarisé avec de la rubalise. On a fait tout ce qui était possible, tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir le confort nécessaire pour que les blaireaux restent. Les blaireaux sont restés, donc on est content, on a toujours notre famille de blaireaux. Les premiers usagers du repère. Et donc voilà, des petits lézards et des choses comme ça. Et sur le chantier, on a eu l'agréable surprise d'avoir aussi une locataire. On a une chouette chevêche d'Athéna qui niche au repère, donc qui n'a pas l'air d'être plus dérangée que ça des travaux, assez bizarrement. Mais donc en gros, on est assez content. On récupère ces pelotes de réjection un peu toutes les semaines pour s'assurer qu'elles soient toujours présentes sur site. Voilà pour la présentation du projet. On aborde la suite, donc on est vraiment en fin de projet. Donc là, nous sommes en train de travailler en particulier le marché de mobilier de seconde vie, comme vous l'avez dit Arnaud. L'objectif, c'est vraiment essayer de faire du réemploi au maximum au niveau de ce marché. Et puis, nous sommes aussi en train de travailler sur le marché de prestations pour l'ouverture du repère au mois de septembre. Au niveau du chantier, donc tout va bien, le printemps est là, donc on voit ce pôle entrepreneurial sous la lumière printanière et surtout on voit arriver la fin des travaux. Donc on va avoir un bâtiment qui sera livré fin mai, là, dans un mois, avec la mise en place de l'extérieur. On va faire tous les travaux extérieurs d'aménagement et puis la fresque de voir qui va arriver sur ce bâtiment. Donc, nous avons prévu bien sûr l'ouverture en septembre prochain avec l'accueil de la première promotion des entreprises. La semaine prochaine, nous passerons 2 jours sur la sélection de nos entreprises et les auditions des futures entreprises. Sensibilisation des usagers qui est déjà commencée mais qui va se poursuivre. Et bien sûr, on va lancer le projet artistique avec l'artiste en résidence. En matière d'écosystème, puisque c'était un peu la question qui avait été posée, et ben, pour le repère, ça a été extrêmement dense. On est une petite collectivité et du coup, ça avait vraiment du sens pour nous de s'entourer, de bien s'entourer et d'être à toutes les étapes du projet accompagnés par nos partenaires. Et on a vraiment, là pour le coup, usé et abusé un peu de nos partenaires sur ce projet. Mais en tout cas, on a dans la conception voilà, eu la chance d'avoir un programmiste. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment consolidé notre projet. Donc l'agence Déclic et tout le groupement qui était derrière. Évidemment, nos partenaires pour la conception du bâtiment en tant que tel, donc de 15 architectures et de tous les bureaux d'études qui l'ont accompagné. Pour la biodiversité, du bureau d'études Inoki, donc l'écologue indispensable, Alice Primo, a joué un rôle central au repère et nous a accompagnés sur toutes les étapes. Évidemment, tous les partenaires de l'accompagnement des entreprises qui nous ont aidés à la conception du lieu, donc CCI, CEMA, BGE, je les ai tous cités. L'accompagnement technique, on a des partenaires qui nous ont accompagnés aussi sur des thématiques très précises. Pour le bâtiment, on a la Fédération des filières biosourcées, la Fédération bretonne des filières biosourcées et Bâtilab, qui ont joué un rôle aussi central et qui nous ont beaucoup accompagnés, entre autres sur la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. Pour les côtés marché public, on s'est appuyé sur deux ressources
que sont le réseau Reseco, dont nous sommes adhérents à Bourse en Communauté, et à Tout Close. Et on a aussi fait un très gros benchmark, on ne l'a peut-être pas assez dit lors de la conception, mais le diagnostic se reposait aussi sur un benchmark assez large. Et donc, on remercie évidemment toutes les collectivités qui ont bien voulu nous accompagner et nous accueillir pour ce benchmark. Donc là, vous avez Dol de Bretagne, vous avez la Bretagne romantique, vous avez ACTA, vous avez de l'Oust à Bourg-Saint-Loup Communauté, Dinan Agglomération, et plus de 10 espaces de coworking qui m'ont accueilli, qui m'ont supporté pendant 2 voire 3 ans en visite chez eux. Voilà. Donc, et puis ensuite, on a donc d'autres écosystèmes. Voilà, alors bien sûr le financement, donc un projet quand même qui est subventionné à 40%. On va en parler tout à l'heure sur le bilan financier. Donc au niveau de l'État, des CIL, des ETR, la région avec le contrat de territoire, leader pour le financement européen, et puis bien sûr le département, en particulier sur Campus B. Et la résidence mission. Et la résidence mission, exact. Et puis, on a les labels, donc évidemment, qui ont joué un rôle central aussi pour nous accompagner. C'est eux qui nous ont donné une ligne d'horizon à atteindre en termes d'exigence. Voilà. Et puis, enfin, Campus B. Alors, pour Campus B, donc, on a travaillé avec Lisa, qui nous a accompagnés sur le logo et la table de coworking, tout un travail avec cette école d'ingénieurs, donc très intéressant. Le lycée Pierre Manoès France, avec le travail sur le mur en terre. Donc, je vous rappelle que le mur en terre a été construit avec la terre du site. C'est de la terre végétale du site du Châtelet qui a été remployée pour faire ce mur en terre avec ce lycée. CFA de Montgermont avec la visite d'étudiants sur l'éco-bâtiment. On travaille aussi avec Rennes 1 et Rennes 2 avec des communicants et de développeurs économiques. L'INSA avec tout le travail sur le bâtiment aussi. Et puis le Collège de Bréal qui nous a fait tout un travail avec une classe de 5e sur l'esquisse qui est actuellement exposée à la médiathèque de Bréal et résidence du territoire. En fait, le collège, c'était un croisé entre Campus B et Galerie. C'était au titre de la résidence mission de Chronique du territoire. Ils ont fait de la médiation culturelle auprès d'une classe de 5e. C'était plutôt très intéressant. Et on vous a mis aussi la communication au titre de l'essaimage. Ouais. Les partenaires qui nous ont accueillis pour l'essaimage. Donc, Brest Biodive, Batilab, la FB2, la CRES, Reseco, Région Bretagne, évidemment, Fédération bretonne du bâtiment et CGDB. On arrive à la fin de notre exposé, le bilan financier. Donc ici, vous découvrez le montant total du budget. Donc, on tourne autour de presque 2 400 000 €. Voilà, donc avec les subventions en face et l'autofinancement à 1,5 million. On a fait une hypothèse de remplissage et d'occupation de notre PEB, donc avec une hypothèse basse, moyenne et haute. Vous voyez ici les résultats possibles. Bien sûr, on espère être sur au moins l'hypothèse moyenne pour éviter d'être trop déficitaire. Mais si vous voyez, si on arrive à bien le remplir, on sera sans problème dans les clous. Après, c'était l'idée de faire un peu du retour d'expérience sur les différents écueils à éviter. On vous en a mis deux principaux, parce qu'en fait, le repère, il y a eu une gouvernance longue, il y a eu beaucoup de concertation, mais ça, c'est pas un écueil, c'était vraiment une volonté de notre part. Et on n'a pas mis d'écueil par autre chose, parce que mis à part la faillite d'une entreprise, mais qui est complètement indépendante de notre volonté, et on n'a pas de prise là-dessus, donc on l'a pas mis en écueil. Le repère s'est plutôt bien passé et c'est un rouage qui a été plutôt bien huilé. Par contre, on a eu deux petites choses à vous dire. Le marché 100% réemploi, donc là, on va l'attribuer la semaine prochaine. Ça a été un marché extrêmement difficile qui nous a demandé beaucoup de temps et
Voilà, donc je pense qu'on a fait un webinaire pour Reseco sur la thématique. On va faire une fiche Rex aussi sur cette thématique. Faut contacter, je crois que j'ai vu qu'il y avait Madame Akouche qui était dans les personnes participantes, mais faut contacter BPLC, faut contacter les EPCI qui ont fait des marchés de réemploi. C'est vraiment difficile à mettre en œuvre. Et là, pour le coup, bien se préparer parce que c'est long. Et puis aussi, peut-être, depuis le début du projet, être vigilant quand même à mesurer l'impact en matière de fonctionnement de l'arrivée d'un tel projet. On voit bien notre service est quand même mis à forte contrainte par l'arrivée du projet et on suppose que ça ne sera pas tenable sur le long terme. Donc, il faut quand même bien l'intégrer dès le début du projet, cette question du fonctionnement. Voilà, c'était les deux petits écueils, ou en tout cas, point de vigilance à avoir. Alors, autrement, pour la bonne pratique, déjà, vous avez peut-être vu que c'est un projet qui a mis 2 mandats d'élus. Hein, la blague, c'est qu'on a épuisé quand même 3 vice-présidents à l'écho. Hein. Donc, ça a été quand même un investissement important. Et par contre, notre président a tenu le coup pendant ces 2 mandats. Donc, je tiens à féliciter le président pour son investissement là-dessus. Parce que c'était un gros projet. Et vous voyez, sur un mandat, le temps n'est pas suffisant. Il faut 2 mandats pour arriver à la réalisation. Donc, d'où la nécessité d'avoir beaucoup de concertation, d'implication des usagers, des entreprises, etc. C'est vraiment un projet de territoire très important et il faut mettre tout le monde autour de la table et vraiment travailler ensemble. Là aussi, je préciserai qu'il faut un cabinet d'architectes compétent. Sincèrement, 15A est un cabinet qui a travaillé bien sûr sur le pôle entrepreneurial pour nous, mais aussi a travaillé sur la crèche à côté. Donc, vous voyez, on a maintenant une expérience avec ce cabinet d'architectes qui est très compétent. Et bien sûr, le rôle fondamental du programmiste, parce que ça aussi, il faut que ça soit bien suivi tout le long du chantier. Pour le programmiste, c'est vraiment lui qui a permis de transformer la volonté politique et puis l'écriture programmatique du lieu et de le traduire en quelque chose d'intelligible pour les architectes et qui nous a permis d'avoir une concertation d'architectes facilitée. Hein. Franchement, sans programmiste, ça ne serait pas passé aussi bien. Et je tenais à dire aussi sur la concertation et l'implication, on le voit aujourd'hui, on a une page LinkedIn qui vit assez bien sur le repère alors que le lieu n'est pas encore ouvert. On a des personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par le projet. Et c'est aussi parce qu'on les a concertés qu'ils se sentent saisis du projet, en fait. Voilà. Nous, on vous conseille de ne pas négliger la phase de benchmark. Elle nous a permis, en fait, de valider des bonnes idées, d'enlever des fausses bonnes idées aussi parfois, et aussi de capitaliser sur les bonnes idées, les mauvaises idées des autres. Donc, c'est plutôt très intéressant. Prendre appui sur les partenaires, vous l'avez vu, hein, on a usé et abusé de tous nos partenaires et on travaille vraiment en très étroite collaboration avec pas mal d'entre eux. Je vous en ai cité quelques-uns. On en parlait tout à l'heure, il faut du portage politique fort parce qu'il y a de la résistance structurelle. Entre autres, on l'a vu sur la biodiversité. Maintenir un merlon de terre sur lequel il y a un roncier qui n'est pas joli à voir, qui ne présente aucun attrait à l'œil d'humain, bah, si on n'a pas du portage politique fort pour dire aux acteurs non, on le garde et c'est notre volonté de le garder, c'est compliqué. On sait aussi que mettre de la biodiversité dans les bâtiments, bah, c'est laisser aussi la porte ouverte à, par exemple, quand la chouette vient faire ses pelotes de réjection, il y a des fientes, il y a des pelotes de réjection sur les fenêtres. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir faire un peu de sensibilisation. Et du coup, voilà, faut faire un peu de sensibilisation à toutes les étapes et à toutes les parties prenantes du chantier parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Et puis aussi, politiquement et techniquement, on s'est doté au repère d'un projet de structure. Et nous, on le recommande parce que c'est long. Ça demande beaucoup d'allers-retours, ça demande une énergie, entre autres techniques, importante parce que c'est un document qui est difficile à écrire. Mais par contre, qu'est-ce que c'est sécurisant d'avoir un document qui édicte les règles, où on se met d'accord entre élus et techniciens pour comment est-ce que va s'organiser la gouvernance, comment s'organise la vie du lieu, etc.
Et enfin, je pense que Et je voudrais préciser que nous avons vécu une commission générale avec les élus du conseil communautaire sur ce projet de structure qui a été très intéressant. On a vraiment débattu entre nous et ça nous a permis de mieux se sentir embarqués dans le pôle entrepreneurial tous ensemble. Voilà notre expérience sur ce, j'espère, beau projet, en tout cas intéressant, j'espère. 32. Et on n'est pas trop mal, je pense, en plus sur le timing. Le timing est parfait. Un grand merci pour ce témoignage à deux voix, vivant et passionnant. Et bravo pour ce projet qui, on peut dire, est un véritable démonstrateur de la construction bas carbone, éco-conçu, passif, matériaux biosourcés, labellisés, malgré le temps long et les complexités. Donc bravo pour ce projet. Dans les 10 minutes qui nous restent, on va pouvoir prendre quelques questions et poursuivre avec un temps d'échange. Alors, on a une première question un petit peu technique sur le coût, pardon. Quel est le coût bâtiment au mètre carré, surface utile hors taxe? Est-ce que vous auriez ça? Et on demande pour réafficher le plan. Donc, je vais remettre la slide. Hop, je crois que c'est celle-ci. Alors de tête, je ne l'ai pas, le coût bâtiment mètre carré, surface utile. Déjà, il y a deux choses à comprendre sur le repère. On a deux parties, une partie passive et une partie atelier. Et du coup, on a déjà des coûts au mètre carré qui sont vraiment sensiblement différents. On en a un qui est sur de la RT 2012 avec des bureaux qui sont très peu isolés et des ateliers qui sont bruts de béton. Donc là, clairement, avec un coût surface utile moindre et un coût surface utile beaucoup plus important pour le passif. Alors, sans avoir cette donnée particulière, on pourra le donner peut-être en REX. Je vais voir si on est capable de le faire avec le cabinet d'architecture. Toujours est-il que l'architecte, par contre, je sais qu'il a travaillé énormément à la surface utile, c'est-à-dire de ne pas avoir de zone de couloir inutile, d'avoir des. Je vois que M. Berry, il a fait le calcul en rapide. On est sur 1 900 € du mètre carré, mais là, vraiment, c'est une moyenne. Hein. Le passif est plus élevé et l'atelier sont beaucoup moins élevés que ça. Donc, ça mérite d'être calculé. Oui. Mais en tout cas, voilà, l'architecte, il a eu vraiment cette vision-là et cette attention à ne pas avoir de mètres carrés inutiles. Des mètres carrés qui traînent, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Vraiment, au repère, c'est optimisé. Hein. On n'a pas, voilà. On n'a pas de longs couloirs qui ne servent à rien, etc. Donc, on est vraiment sur de l'optimisation. Et on a même carrément poussé le vice au-delà de ça, c'est que même nos couloirs sont des espaces d'exposition maintenant. Enfin, on a vraiment essayé de donner de l'utilité aux espaces pas très utiles. Quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, c'est un peu... Optimisation maximale. Merci pour ces éléments de réponse. Une autre question, comment a été gérée l'inertie pour le confort d'été et spécifiquement sur le mur en terre? Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet-là? Et je vous remets à l'écran la superbe photo de la construction du mur en terre. Ouais, donc effectivement, en fait, on a un enjeu sur les bâtiments passifs, c'est qu'ils sont étanches à l'air et en période de grosse chauffe, ça peut effectivement poser problème. Donc on a évidemment tous les espaces vitrés qui sont exposés au soleil sont traités avec des brises de soleil. Ça, c'est le premier point. On a la technologie en fait de la centrale d'air qui nous permet aussi de faire du free cooling en fait l'été, hein, donc de surventiler le bâtiment en été pendant la nuit, pendant les zones de température plus basse pour venir rafraîchir le bâtiment. Et 4 arbres. On a planté 4 arbres matures aux abords du repère sur les endroits qu'on a sentis les plus sensibles en termes d'exposition au soleil pour avoir un peu plus d'ombre, pour ombrager en fait les espaces les plus sensibles. Et effectivement, le mur en terre joue a un rôle un peu de gestion. Alors, vu l'épaisseur, sur la gestion thermique, je ne suis pas hyper persuadé. Nous, on a un mur qui va jouer un peu ce rôle-là, mais qui ne sera pas aussi décisif que des murs porteurs qui sont, eux, extrêmement épais, qui ont vraiment ce rôle-là. Mais je ne suis pas technicien sur la thématique. Je peux par contre demander aux techniciens de la Comcom d'apporter une réponse un peu plus élaborée sur la thématique. Par contre, chose qu'on est sûr avec l'architecte, c'est que je sais par contre qu'un bâtiment passif, ça s'utilise et ça
ne pas ouvrir les fenêtres. Effectivement, ça, lui, l'architecte, il le sait, il l'a vu dans ses bâtiments qu'il a rendus. Il y a certaines choses qui sont mortelles pour un bâtiment passif. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Les fenêtres sont gérées en triple vitrage. Voilà, elles sont conçues justement, et l'enveloppe est conçue justement pour être étanche. Donc il ne faut pas créer ce genre d'ouverture, enfin d'entrée d'air chaud. Donc on a la fiche du bon utilisateur du bâtiment Le Repère qui sera mis en place pour sensibiliser les usagers. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui. Il faut rappeler, je ne suis pas technique, moi, bâtiment, je suis technique développement économique. Il y a vraiment une pédagogie à mettre en place auprès des utilisateurs pour ces nouveaux bâtiments. Là, on commence à le vivre sur notre crèche et c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir au niveau de l'usager, au niveau de nos agents, etc. Donc, c'est vraiment des nouveaux apprentissages qu'il faut mettre en place. Et M. Béret met le doigt sur quelque chose d'assez important. Nous, on a l'expérience de la crèche qui a ouvert il y a plus d'1 an. Et il a fallu, je dirais bien 6 mois pour que les usagers se calent avec la CTA, comment ça fonctionne. C'est vraiment des bâtiments qu'on a. Nous, aujourd'hui, à la Comcom, on n'est pas du tout sur un bâtiment performant comme celui-ci. Donc, on va vraiment devoir apprendre à l'utiliser, en fait, et à vivre avec la CTA est une très, très grosse machine. C'est impressionnant. Oui, complètement. Vous avez presque fait la transition avec une autre question qui vous est posée dans le fil de discussion, qui est de savoir si vous avez porté d'autres projets de ce type et aussi ambitieux sur des bâtiments qui auraient été à réhabiliter, ou est-ce que vous direz que c'est quand même plus simple sur la construction neuve? Voilà. Est-ce que vous avez appliqué les mêmes orientations sur d'autres projets? Donc, comme je viens de vous le dire, on a fait exactement le même projet sur la crèche qui se trouve à côté du pôle entrepreneurial. Là, c'est 2 bâtiments neufs. Sur de la rénovation, on n'a pas fait. Non, du tout. On n'a pas encore que fait. Sur du neuf. Ouais. Là, le bâtiment dans lequel on est, il y a une partie de rénové, mais on n'est pas sur une qualité aussi importante que Le Repère. Après, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore rénové vraiment de bout en bout un bâtiment. Alors, je sais pas. Mais c'est plus facile sur du neuf, je pense. Alors, c'est plus facile sur du neuf et c'est plus facile sur notre territoire, étant donné qu'on a une très grosse entreprise bois qui s'appelle la SCOB et qui est à la pointe de la construction bois aussi. Et sur les autres filières, vous avez mentionné donc la provenance de bois au niveau local, de la terre crue réutilisée sur site. Qu'en est-il de la ouate de cellulose? Est-ce que vous avez un retour aujourd'hui sur les filières bretonnes, sur la question du matériau biosourcé? Alors, j'avoue que les isolants, métis, ouate de cellulose, fibre de bois, je ne suis pas capable de vous dire la provenance. Autant le bois de la charpente et des murs, je sais que c'est provenance Europe du Nord, France. Autant le bardage châtaignier, je sais que ça vient de Novoitou. Autant la terre, je sais qu'elle vient de Bréal-sous-Montfort à 2 mètres du repère. Autant les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais on a les fiches produits. Je suis sûr de pouvoir retrouver tout ça. Ça marche. C'est des informations qu'on pourra aussi ajouter dans la fiche de capitalisation qui, pour rappel, vous sera transmise aussi à l'issue du webinaire. Une autre question, toujours un peu dans cette logique de réplicabilité du projet. Est-ce que vous avez prévu aussi de transférer les compétences que vous avez acquises sur les différentes communes de la Comcom? Est-ce qu'il y a un projet d'échange à cette échelle-là? Alors, comme nous sommes sur un petit territoire et que l'ensemble des maires du territoire font partie du bureau communautaire, je peux dire que déjà notre bureau communautaire et les maires, les différents maires des communes sont très sensibilisés à ces constructions, à cette nouvelle façon de construire. Donc je pense que déjà grâce à ça, ce projet du repère est déjà bien connu. Donc on a ce pôle entrepreneurial, la crèche à côté. Donc je pense que nos maires et nos communes vont s'inspirer de ce qu'on fait au niveau de l'intercommunalité, je pense. Et sur les agents, on a commencé à former et sensibiliser les agents, entre autres des services techniques, un peu plus largement que les agents que de la Comcom. On a une action qui s'appelle ABB, donc Agir pour la biodiversité en Brocéliande,
qui est arrivé à sa deuxième mouture. Et dedans, on a une action sensibiliser les acteurs en fait, qui sont en contact de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier point. Et le repère, de toute façon, doit devenir l'écrin de nos actions de sensibilisation et de nos actions de formation des acteurs sur ces thématiques particulières. C'est d'ailleurs le seul pas de côté qu'on a fait sur notre programme. Nous, on a vraiment un programme économique et les élus ont souhaité mettre un pas de côté en disant c'est que de l'économie. On peut quand même parler, on a un pas de côté, on peut quand même parler à des gens qui ne sont pas de l'économie quand on parle de développement durable, de transition. Donc voilà, donc on a cette capacité-là à faire. Et je peux quand même vous donner un exemple sur la commune de Bréal, parce que le nouveau foyer de jeunes est exactement un bâtiment passif et avec une construction bois, etc. Donc avec la SCOM, etc. Donc vous voyez, on a déjà une commune qui est là-dedans. Il y a la canopée n'était pas sur ce. Canopée était un bâtiment qui était déjà ça. Oui. Donc sur Plénor, nous en avons un. Donc bâtiment communal. Voilà, c'est ça. Donc ça se développe. Oui. Ça marche. Bah, vous répondez en même temps à la question qui était de savoir si cette expérience va enclencher une réflexion globale sur votre patrimoine intercommunal dans le neuf comme dans la rénovation. Est-ce que vous allez poursuivre aussi avec ce projet, cette programmation sur les 3 piliers dans l'ensemble des bâtiments? Non. Alors, je réponds pour vous. Je suis désolé. sur la question des 3 piliers, je pense que c'est vraiment une expérience. C'est vraiment extrêmement lourd à porter pour les services. Donc, je ne pense pas qu'on pourra se le doter pour tous les bâtiments. Par contre, concernant la réflexion sur les bâtiments, on a acquis une réflexion. Moi, je donne l'exemple des élus en commission économique. Maintenant, quand on parle de nos bâtiments, ça devient un peu un réflexe de savoir est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on fait, à quel niveau. Enfin, c'est quand même des questions maintenant qui sont. En même temps, ça fait presque 10 ans qu'on parle du repère. Donc, ça a eu le temps de bien infuser. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions qui sont maintenant devenues naturelles, je trouve, chez vous. Oui, tout à fait. Tout à fait dans cette réflexion. Ça marche. On a une intervention dans le fil de discussion de Nathalie Cousin pour la région Bretagne qui nous informe qu'un AMI est en cours d'accompagnement sur des projets de rénovation. Peut-être, Madame Cousin, est-ce que vous vouliez en dire un mot et détailler davantage cet AMI? Oui, bonjour à toutes et tous. C'était juste pour abonder en fait la question qu'il y avait de dire est-ce que c'est possible aussi sur de la rénovation. Et donc, de même, il y a eu, on va dire, une première sélection de projets qui ont été accompagnés sur un AIMIA avec FB2 sur de la construction neuve. Et là, sont en cours. Je vous ai mis le lien, ça vous pourrez voir où sont les projets. Donc, ils sont accompagnés là, pendant entre 18 mois sur de la rénovation. Voilà. Et oui, Marianne, donc FV2 n'est pas là ce matin, mais on est en partenariat fort, nous, la région avec eux, pour aider au déploiement du biosourcé à échelle régionale. Oui, il va y avoir des fiches retour d'expérience qui sont en train d'être travaillées, mais pas encore disponibles. Ça prend du temps de faire de la fiche retour d'expérience. Oui, bien sûr. En fait, je disais, nous aurons bientôt de la capitalisation sur la rénovation, puisque c'est un des objets de l'AMI, c'est accompagner des poissons pilotes et documenter l'accompagnement spécifique. Si les participants qui ont posé des questions sont déjà immédiatement confrontés à des questionnements, si parmi les projets lauréats, il y a des choses qui ressemblent à ce que vous faites chez vous, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à vos collègues. C'est quand même l'avantage d'être des agents territoriaux, c'est que les gens qui ont le même métier que nous, c'est pas nos concurrents, c'est nos collègues et on peut aller leur passer un petit coup de fil pour savoir comment ils se sont dépatouillés d'un problème ou d'un autre, même si l'accompagnement est encore en cours et que la documentation sera disponible plus tard. Merci beaucoup pour ces compléments et on imagine aussi que vous serez largement sollicité du côté de Brocéliande dans les prochains mois et années pour poursuivre ce partage d'expérience. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au terme de ce temps d'échange. On a pris toutes les questions qui étaient dans le fil de discussion. Donc, je vais pouvoir de nouveau laisser la parole à Marianne pour nous expliquer où retrouver les ressources du cycle Les Territoires Innovent. Alors, je l'ai évoqué en début de webinaire, plutôt pour cibler comment retrouver ce qui s'est passé sur le début du cycle. Mais sur la page Les Territoires Innovent de l'Adréal, vous retrouvez absolument tout ce que nous avons pu
produire depuis 2020, donc tous nos webinaires, tous nos replays, les outils de capitalisation, les fiches, les interviews et divers supports. Normalement, comme vous vous êtes inscrit aujourd'hui, vous avez rempli un petit formulaire disant si vous souhaitiez ou non recevoir ou continuer à recevoir nos invitations. Si par hasard vous n'étiez pas inscrit, vous pouvez toujours remplir un formulaire pour être dans notre liste de diffusion. Il y aura en juin 2 rendez-vous sur 2 thématiques différentes. L'un sur égalité et aménagement, comment est-ce qu'on aborde et qu'on adresse cette question d'égalité sur un projet d'aménagement, qu'est-ce qu'on peut regarder et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis d'autre part, un sujet plus régulier, puisque on vous propose un angle sur ce sujet chaque année. En l'occurrence, comment optimiser le foncier économique. Là, en zone d'activité économique, c'est la poursuite du webinaire d'octobre dernier, dont vous pouvez voir le replay sur notre chaîne, et qui rend compte d'une expérimentation en cours conduite par l'établissement public foncier de Bretagne. En tout cas, on aura plaisir à vous recevoir de nouveau dans des webinaires, cette fois sur des formats un petit peu plus longs, avec 2 témoignages sur un webinaire. Merci à tous.